J'ai le plus grand plaisir d'annoncer la prochaine animatrice pour la prochaine table ronde, Alice Guillon, qu'on ne présente plus. Donc, Alice, directrice générale de Schema Business School, vice-présidente école à la CGE, mais comme je le disais ce matin, présidente de la conférence des directeurs des écoles françaises de management. Bienvenue, bienvenue Alice. La table ronde, avant de te passer la parole, la table ronde que tu animes, elle est vraiment très, très importante, hein. La loi, effectivement, a favorisé la création des universités d'entreprise, des académies. Et du coup, je ne prendrai pas plus de temps et je te laisse la main avec les intervenants. Merci Hugues et rebonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Monsieur Miraoui pour ce cadrage international et effectivement ça fait une bonne transition puisqu'on voit qu'effectivement il y a des systèmes très différents dans les différents pays du monde mais surtout que la formation tout au long de la vie et la formation continue, ce qu'on appelle la formation continue dans les écoles est de plus en plus prisée et que maintenant on a tout un tas de dispositifs qui permettent effectivement aux salariés de pouvoir décider aussi de ses formations et de là où il veut aller. Et donc, effectivement, comme l'a dit Hugues, la table ronde aujourd'hui est très intéressante puisqu'on va déjà essayer de confronter des points de vue, mais au-delà de ça, d'essayer d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans les entreprises en matière de formation tout au long de la vie et surtout d'avoir un point de vue différent avec un programme en particulier. On verra qu'il a quelques spécificités et puis avec le rôle de la conférence des directeurs de services universitaires de formation continue. Donc, ça va être très riche. Et avant de démarrer, moi, je souhaiterais donner la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter et nous expliquer en quelques rapides minutes ce qu'ils font. Donc, on va commencer par Madame Nalchadian de Microsoft. Bonjour. Bonjour. C'était parfait. Bon, ça va alors. Si vous voulez oui, merci dire beaucoup déjà. Peu... Pardon, je rebondis. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de nous avoir invités à cette discussion. Alors moi, aujourd'hui, j'aurai une double casquette. Moi, initialement, mon rôle, c'est vraiment la directrice éducation. Donc, en tant que directrice éducation chez Microsoft France, l'objectif, c'est d'aider nos clients de l'éducation à se transformer grâce aux technologies. Et puis, aujourd'hui, je vais représenter aussi un deuxième rôle qui va être vraiment dans l'idée de contribuer à enrichir les contenus pédagogiques pour ce qui concerne de l'usage des plateformes Microsoft. Et avec toute une idée qui est afin que les étudiants soient les mieux armés lors de leur entrée sur le marché de travail avec les compétences demandées par les employeurs. Par exemple, si des entreprises recherchent des jeunes formés aux data, à l'IA ou à la cybersécurité, nous, on va enrichir ces contenus et puis on va proposer ces contenus. Merci beaucoup, madame. Ensuite, donc, monsieur Grembowski de Renault. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je travaille donc à... Vous m'entendez? Oui. Je pense que vous m'entendez, oui. Oui, oui. Oui. Donc, je travaille à l'école de l'ingénierie. Donc, je suis pilote compétences donc, dans un secteur métier. Je ne suis pas RH. Parce que dans l'entreprise, en fait, la formation, elle est donc en particulier donc, de la direction de la mécanique et de la direction de l'innovation. Et donc, j'ai ces deux casquettes-là. Et je crée des formations d'un côté et j'assure la montée en compétences et la gestion des compétences. Voilà en gros ce que je peux faire. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ou Alima. Oui, bonjour Madame Guillon, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Super. Bien, moi je suis enseignant-chercheur à l'INSA Lyon, donc voilà, on va poursuivre Rennes, Lyon. Donc établissement qui s'est intéressé à la formation continue, formation tout au long de la vie très, très tôt, puisque nos premières actions ont démarré en 1980. Et il se trouve que dès lors,
dès la première action de formation, j'ai été impliqué et aujourd'hui, je suis donc responsable pédagogique d'un programme de master spécialisé. Donc voilà, c'est à ce titre que je suis là pour éventuellement parler de nos relations avec le monde professionnel, le monde des entreprises. Et je le ferai bien sûr avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Monsieur Giuliani. Oui, bonjour. Donc, Franck Giuliani, j'ai la direction de la formation continue et alternance à l'Université du Littoral Côte d'Opale et j'ai la chance depuis 6 ans maintenant de présider donc, la conférence des directeurs de services universitaires de formation continue. Et alors, on reviendra peut-être sur la notion effectivement de FCU vers plutôt une migration peut-être vers la formation professionnelle au sens où on a pu l'entendre dans la présentation de M. Miraoui, en s'étant entendu que le réseau FCU, comme on l'appelle aujourd'hui, est composé finalement d'un réseau de professionnels à l'appui principalement de la CPU. On est un peu le miroir de la CPU pour sa déclinaison sur les questions de formation professionnelle. Excellent. Excellent. Donc, le débat va être très riche. Alors, écoutez, démarrons tout de suite avec une première question. Peut-être on va pour Monsieur Grembowski. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement quel est votre rôle et comment vous organisez finalement les formations dans le cadre de l'entreprise et comment vous identifiez les cibles, quels sont les parcours qui sont, comment vous les définissez, comment vous arrivez à exprimer le fait que certaines compétences sont peut-être plus attendues que d'autres. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous camper le décor? Alors, on ne vous entend pas très bien, hein, même pas du tout d'ailleurs, je dois dire, parce que votre micro, voilà, votre micro est coupé. Excusez-moi. Oui, là, voilà. ça doit être mieux là. Oui. Alors là, c'est plus mieux, c'est plus bien du tout. Est-ce que c'est mieux maintenant? Là, maintenant, ça va. Oui, donc je disais Allez-y. Chez Renault, donc nous sommes donc pour la partie métier, en fait, il y a 16 écoles qui sont sur les grandes directions de l'entreprise. Et tous les ans, avec la filière expertise, c'est-à-dire qu'on a une filière d'experts chez Renault qui sont là pour définir les axes stratégiques de l'entreprise, on vient visiter les compétences. Donc, est-ce que ces compétences-là, est-ce qu'il faut les maintenir? Est-ce qu'il faut les revoir? Ou est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Donc ça, c'est la première phase. Une fois qu'on a fait cette phase-là, donc en début d'année, en fait, on vient via les métiers. Donc moi, c'est des remontées du métier. C'est pas nous, école, qui donnons donc ces informations-là. Mais via les métiers, en fait, ils viennent nous dire il faut qu'on fasse donc des formations. Donc on a un catalogue de formations. Alors, on commence déjà par regarder ce qu'il y a dans ce catalogue-là, voir si ça ne peut pas suffire à résoudre cette demande-là. Et une fois qu'on a fait le constat que ça ne pouvait pas, on vient donc créer des formations. Alors, ces formations-là, elles ont bien sûr un public et aussi une durée. C'est-à-dire que si on a, par exemple, 10 personnes à former et que c'est pour une fois, en fait, on ne va pas créer de formation. On va trouver un autre moyen. Maintenant, si le besoin est pérenne, en fait, on vient créer cette formation-là. Et donc, on a la cible. Donc, la cible, on la connaît. Ça peut être tout type de personnes dans l'entreprise. Hein. Ça va donc de l'opérateur en chaîne jusqu'à des programmes beaucoup plus évolués pour des gens à haut potentiel, ou des doctorants, des gens comme ça. Donc, on a vraiment toute cette palette-là qu'on vient pouvoir toucher. Et associé à ça, en fait, on crée des formations. Et quand on crée des formations, en fait, on crée ça avec c'est un triangle qui se met en place. Donc, un expert qui est le garant du contenu technique de la formation, le formateur, puisqu'on peut avoir accès à des gens qui forment, et un représentant donc, de l'école qui est là, lui, garant de la pédagogie. Donc, voilà comment on fait pour créer une formation. D'accord. Et ce sont vous allez chercher des experts en fait dans l'entreprise pour pouvoir répondre et créer des formations sur mesure pour des problématiques, on va dire, plutôt techniques particulières.
Voilà, tout à fait. Donc, dans chaque domaine, donc dans chaque direction, en fait, on a notre réseau d'expertise ou des référents. On n'a pas des experts dans tous les domaines, malheureusement, mais dans des grands domaines de l'entreprise, donc qui sont revus donc au travers des axes stratégiques de l'entreprise et des plans qu'on peut mener. Pour donner un exemple, donc on a l'expert dans l'électrification des véhicules, dans le recyclage, dans des choses comme ça. Et donc, ce réseau d'experts, en fait, il vit. Et en fonction donc, des orientations de l'entreprise, en fait, on vient donc créer de nouveaux domaines d'expertise, en enlever, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, donc, ces experts-là donc, sont garants du contenu technique et aussi donc, de la cohérence par rapport aux axes stratégiques de l'entreprise. Donc, c'est bien ce maillage-là qui est fait. D'accord. Et lorsque vous avez besoin, par exemple, de dépasser le seuil de la formation technique, mais d'aller plutôt vers des compétences transversales, etc., est-ce que vous avez à un moment donné recours à des approches diplômantes ou certifiantes, et à ce moment-là, que vous pourriez faire avec d'autres acteurs, ou vous continuez seulement de vous cantonner à tout ce qui est plutôt technique, et pour le reste, vous l'externalisez, j'allais dire, à d'autres. Non, en fait, alors effectivement, alors non, pas du tout en fait. Donc, quand on crée une formation, on se pose la question, est-ce qu'on la fait en interne ou en externe? C'est donc, est-ce qu'on a les compétences en interne pour le faire? Alors, je parle de compétences aussi bien techniques, parce que des fois, on n'a pas d'experts sur le domaine, donc on va aller chercher ailleurs, mais aussi, et c'est une spécificité de Renault, enfin dans certains secteurs de Renault, c'est que nous, on n'a pas de professionnels de la formation. Enfin, on n'a pas de formateurs professionnels, on n'a que des formateurs occasionnels. C'est-à-dire que c'est des salariés de Renault qui prennent sur leur temps en fait, de travail pour former des gens. La contrainte qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour former les gens. Donc, on travaille sur nos sujets. Notre raison d'être, elle est de former, de créer des voitures et pas forcément de former des gens. Donc, il y a ce paradoxe-là, en fait, chez Renault qui est, en tout cas pour moi, en tant que pilote compétence, de trouver aussi des gens pour pouvoir former. Et donc, si on n'a pas cette capacité-là, en interne, on est obligé d'aller à l'externe, en externe. Et donc, à ce moment-là, effectivement, si l'organisme qu'on choisit propose un parcours certifiant ou qualifiant, bah, on peut effectivement se servir de cette éventualité-là. J'en veux pour preuve que dans mon portefeuille, à la direction de la mécanique, on travaille donc avec un organisme qui s'appelle l'IFP, l'Institut français du pétrole, qui est à la conférence des grandes écoles aussi. Et on a des masters qui sont qualifiants pour le coup. D'accord. Bon, on reviendra sur ces éléments de relation. En tout cas, merci beaucoup. Madame Nalchadjian, désolée si j'écorche votre nom. Donc, vous nous avez expliqué que vous étiez en fait à la manœuvre pour essayer de dessiner des programmes dans l'éducation. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et finalement, quels sont vos liens avec, alors j'imagine très, très fort avec les établissements d'enseignement supérieur. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire quel est votre rôle et quelles sont vos cibles en quelque sorte dans ces programmes d'éducation? Oui, alors merci. Après, vous pouvez m'appeler Christine, hein, si c'est… Ça sera plus simple. Oui. Ça sera plus simple, oui. Alors, je vais peut-être commencer par dire un petit peu les changements récents qu'il y a eu dans la culture de Microsoft. Alors, nous sommes passés d'un modèle où on était plutôt dans Know It All à Learn It All. Donc, nous sommes vraiment passés à un concept de growth mindset que vous devez tous savoir. Et ce concept est vraiment incarné par Satya Nadella lui-même, qui dit qu'il est I'm an always learner, et c'est devenu une priorité stratégique. Alors, quand ça devient une priorité stratégique dans l'entreprise, il y a de gros investissements liés, et donc, par exemple, il y a une création de l'organisation Worldwide Learning, qui est une équipe attachée au business et pas à la RH,
Et leur objectif, c'est vraiment de créer toutes ces formations qui vont pouvoir offrir ou proposer aux employés comme aux clients et aux partenaires. Et ça, c'est une spécificité qu'on a et qu'on en parlera par la suite. Et puis, il y a eu une gouvernance unifiée globale, donc il y a une Learning Council, et puis nous avons eu également une plateforme unifiée, un LMS, un Data Lake et des content production qui sont faites vraiment dans l'entreprise. Alors, c'est là qu'on arrive à notre spécificité, c'est que nous ne formons pas uniquement les 150 000 employés de Microsoft, mais aussi nous proposons ces contenus pour des formations à nos utilisateurs. Alors, bien sûr, nous essayons vraiment de mutualiser les contenus pour nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et surtout, la partie qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, c'est vraiment les futures générations, donc les étudiants. Et comment ça se traduit? Beaucoup traduit par exemple, une plateforme qui est Microsoft Learn, qui est gratuite et multilingue et qui va proposer toutes ces formations sur nos produits, par exemple. Après, on va mutualiser les validations des compétences, par exemple, dans la partie technique. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais nos Microsofties, ils passent exactement les mêmes certifications techniques que nos clients ou les partenaires. Et parfois, ces certifications techniques, ils peuvent prendre plus de 8 à 10 jours dans l'année. Donc, ce sont vraiment des formations très poussées, techniques et avec des certifications attachées. Et puis, au-delà des formations techniques, nous offrons également de multiples contenus, du soft et du hard skills en mode essentiellement e-learning ou des MOOC par cohorte, bien entendu, à tous nos salariés, sans aucune exception. Et nous proposons ça en fonction des métiers. Donc, ça peut être des formations soft skills pour les commerciaux ou hard skills pour le marketing, les finances et techniques, tous les métiers sans aucune exception. Et puis, au-delà de tout ça, il y a également des contenus qui sont dédiés aux managers. Donc, moi, j'ai également beaucoup de cohortes de formation que je vais choisir moi-même ou qu'on va me proposer en fonction. Et ça fait partie d'un changement qu'il y a eu il y a 2 ans avec un focus sur le coaching. Parce que c'est le nouveau modèle de management chez Microsoft. On va beaucoup pousser l'idée du coaching pour essayer à ce changement de culture. Parfait. Et quand vous accompagnez tous ces mouvements, vous faites tout en interne ou même question que pour Monsieur Grembowski, vous allez aller chercher des partenariats pour pouvoir justement apporter les briques, par exemple, de compétences que vous ne pouvez pas développer vous en interne. Il y a un mélange des deux, en effet. S'il y a des compétences qui sont en interne, puisque nous produisons le contenu, on va le produire nous-mêmes avec les équipes internes. Et c'est d'ailleurs très intéressant, enrichissant de regarder ces formations parce qu'elles sont tellement bien faites que parfois on dirait que c'est un film, une vidéo, il y a un suivi, il y a un peu d'intrigue, c'est vraiment très enrichissant. Et puis quand nous n'avons pas l'expertise technique ou l'expertise de soft skills en interne, nous avons en effet des partenariats avec des experts dans leur domaine à l'extérieur de l'entreprise. D'accord. Et tout ce qui est du domaine du diplômant, finalement, c'est pas dans votre activité? Quand vous dites du domaine diplômant, alors il y a des certifications techniques, certes. Oui, mais vous restez que sur des certifications techniques. Oui. D'accord. Oui, alors ça peut être une certification liée à un hard skill, mais non, c'est vraiment une certification liée au métier. D'accord. Après, chez nous, il y a un modèle nous partons d'un modèle 70, 20 et 10, en se disant que 70% d'apprentissage est fait dans le job, par le travail qu'on fait, 20% grâce aux collègues et aux managers, et c'est les 10% qui sont dédiés vraiment à la formation autre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur Giuliani, est-ce que vous pourriez, par rapport à ce qu'ont dit nos 2 premiers intervenants, nous dire, est-ce qu'à la conférence des directeurs des services universitaires de la formation continue, vous avez, j'allais dire, déjà, comment êtes-vous organisé puisque vous avez une politique nationale? Est-ce que, justement, vous cherchez des liens avec les entreprises, j'imagine, et est-ce que c'est diffusé nationalement ou est-ce qu'au contraire, chacun fait un peu comme il le souhaite dans son propre service, dans son université? C'est bien toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Notre réseau est un animateur, un
un instigateur d'initiative, d'innovation, un amplificateur, mais face à des établissements qui sont autonomes finalement dans la conduite de leurs projets. Et c'est bien tout l'enjeu aujourd'hui un peu du réseau et de la place du réseau. Dans la logique, effectivement, alors moins avec des entreprises, me semble-t-il, aujourd'hui qu'avec soit des branches, soit des CFA de branche, soit les OPCO, sur lesquels on pourra revenir, je pense tout à l'heure, mais avec l'idée effectivement de travailler à cette maille, de lancer des expérimentations, d'être un peu facilitateur pour donner quelque part à voir sur la façon dont on doit et nous devons faire évoluer finalement nos organisations, nos modèles pédagogiques en interne, nos offres de formation. Et donc, à titre d'exemple, par exemple sur la question de l'enseignement à distance dont on parle beaucoup, typiquement sur cette question de la FOAD, d'être en interface quelque part, soit avec les universités numériques thématiques, soit avec Fun, par exemple, dont on a, me semble-t-il, un peu parlé ce matin, mais aussi de regarder comment, mais aussi avec des opérateurs privés qui sont en capacité finalement d'apporter je dirais, des compétences complémentaires à celles que l'on peut détenir dans nos établissements, de regarder quel type de partenariat il peut être intéressant de nouer pour quelque part proposer une offre certifiante. Et je pense que là, on reviendra aussi sur cette notion de différenciation entre la certification et la formation, mais des offres certifiantes qui puissent être portées par l'enseignement supérieur et qui trouvent leur place sur des marchés qui se libéralisent de plus en plus. Et je pense qu'effectivement, et je pense que c'est un peu le thème aussi de cette table ronde, c'est que seul, on n'y arrivera pas. Par contre, on est bien sur des stratégies d'alliance qui sont aujourd'hui à construire, alors avec une université d'entreprise, avec un CFA d'entreprise ou de branche, mais qui doit permettre, et je pense que c'est un peu les propos que tenait monsieur tout à l'heure, les propos de monsieur Grambowski, qui est effectivement que à la fois côté université, mais au côté académie ou entreprise ou CFA d'entreprise, on ne trouvera pas l'ensemble des compétences dont on peut avoir besoin pour construire finalement un parcours de sécurisation, un parcours de compétences qui permettent de reprendre finalement l'ensemble des compétences, qui soient transversales ou qu'elles soient métiers, que l'on a, dont le salarié aura besoin pour tenir finalement son poste de travail et pouvoir évoluer dans le poste de travail de demain. Et c'est là aussi où je pense que l'enseignement supérieur doit être, et ça fait partie des missions quelque part auxquelles s'astreint le réseau, c'est finalement de faire la démonstration que l'enseignement supérieur, par des éléments de différenciation et notamment à travers la recherche, peut être finalement inventeur et producteur en même temps des compétences de demain. Et c'est là-dessus où probablement qu'il y a matière à jouer de la complétude ou de l'articulation entre l'entreprise et nos établissements ou nos organismes de formation pour construire les parcours les plus optimaux. Et justement, vous êtes donc sur des politiques plutôt, j'allais dire, régionales, où chacun a son autonomie, mais votre rôle est d'organiser, d'orchestrer. D'essayer d'orchestrer, d'organiser, typiquement par exemple sur la question de la formation en situation de travail, essayer de promouvoir quelle serait finalement l'évolution du rôle des universités, de l'opérateur de formation dans la conduite d'une mise en situation et de la formation en situation de travail à l'appui d'une entreprise. Donc, nous avons par exemple essayé de porter des innovations ou de l'expérimentation avec le réseau du GARF, avec les responsables de formation, de telle sorte que nous trouvions des terrains d'expérimentation et que nous puissions aussi aider les entreprises à se structurer par rapport à un appui un peu, je dirais, méthodologique et d'ingénierie formation, sans se substituer à elle, parce que l'on voit bien que la question de la formation en situation de travail devient probablement un levier intéressant pour continuer à former. Et je pense que dans l'étude dont on parlait tout à l'heure sur le modèle un peu dual allemand, on retrouve cette question je dirais, de la place de l'entreprise comme élément apprenant et comme situation d'apprentissage. Complètement. Et justement, vous parliez des OPCO. Quels sont les liens à ce moment-là que vous développez un peu partout, j'imagine, sur le territoire avec les OPCO? Alors, les liens, en tant que réseau, sans oui. se substituer effectivement aux relations de proximité qui peuvent exister par les établissements. Typiquement, là, nous avons par exemple, et je pense que Imen, dont je salue la présence et avec qui on est amené à travailler assez régulièrement, à bonne connaissance, nous avons récemment signé une convention avec l'AFDAS, par exemple, qui va décliner un certain nombre de grands objectifs, à la fois sur la question de la mise en œuvre. J'entendais ce matin que je ne sais plus qui évoquait un CFA d'entreprise de mémoire, qui évoquait
questions aussi de régulation avec les OPCO, les difficultés de mise en œuvre des process administratifs et financiers. Bon, typiquement, c'est peut-être d'être facilitateur sur ces questions, mais aussi de pouvoir, avec l'AFDAS, par exemple, travailler sur, comment dirais-je, la sécurisation des parcours. On a beaucoup parlé et on peut se centrer, on nous renvoie souvent à des diplômes ou à nos diplômes nationaux et à nos certifications qui sont conséquentes, mais aussi de pouvoir, le cas échéant, déployer à travers leur observatoire prospectif des métiers et compétences, de pouvoir éventuellement développer des certifications qui seraient déployées de façon homogène sur l'ensemble du territoire, donc en renvoyant la possibilité aux établissements de prendre ou non ce référentiel de certification et de pouvoir le dupliquer de façon homogène à l'ensemble des territoires, et pourquoi pas pour une entreprise donnée qui serait multisite, de pouvoir lui offrir quelque part la garantie d'un même parcours de certification, quel que soit finalement l'établissement porteur de proximité. Et quels sont vos liens à ce moment-là avec les universités d'entreprise ? Alors, par exemple, université, là, je dirais que nous renvoyons quelque part à l'autonomie un peu de nos établissements, bien entendu. Mais je pense que la conférence des grandes écoles avait été associée à ce travail qui a été conduit il y a quelques années. J'ai en tête, par exemple, le cas du secteur bancaire. Où typiquement aujourd'hui, alors historiquement et anciennement, par exemple avec le CFPB et nouvellement avec l'École supérieure de la banque, nous avons pu signer CPU et ESB en lien avec, je dirais, avec la profession bancaire, un accord et une charte qui nous avait permis de structurer finalement le référentiel autour d'un niveau intermédiaire qui est par exemple la licence professionnelle, et avec une partition entre le CFA de branche et les universités, d'une partition finalement et de répartition des enseignements en fonction de nos compétences respectives, de leur mise en œuvre et de la place de chacun aussi de sa contribution dans le parcours de certification, et avec quelque part une forme de garantie pour les établissements bancaires que ce référentiel et cette répartition, ce modèle finalement, soit dupliqué à l'identique sur l'ensemble du territoire. Et auquel cas, me semble-t-il, là, on arrive à quelque chose qui est assez vertueux, puisque rassurant finalement pour les entreprises, puisque quel que soit le lieu dans lequel nous allons déployer la certification, nous avons un système un peu d'assurance qualité sur la façon dont ce modèle va se déployer. D'accord, très intéressant. Je découvre là un peu ce que vous faisiez. Je trouve ça effectivement extrêmement vertueux. Alors, Monsieur Oualima, vous dirigez donc un programme à l'INSA de Lyon qui a donc des particularités et donc quelles sont justement ces spécificités et quels sont vos liens finalement avec les entreprises dans le cadre de la formation tout au long de la vie? Alors, ce programme de master spécialisé de l'INSA de Lyon, hein, que je dirige, il y en a d'autres bien évidemment dans l'établissement, et évidemment un certain nombre de particularités. Certaines remontent pratiquement, je dirais, aux origines, hein, à la création de ce master. En particulier, ce master, à sa création, 86-87, donc à l'époque où la CGE avait lancé ces accréditations, hein, de ces masters, ces formations professionnalisantes, eh bien, notre master spécialisé, notre programme a été construit sur une expérience déjà existante, hein, puisque à l'INSA, nous avions à l'époque une formation très lourde, hein, très grosse formation, hein, intensive à l'informatique, qui avait pour but de reconvertir des universitaires, des ingénieurs au métier de l'informatique. Et donc, quand vous avez mis, vous, CGE, ce dispositif, hein, d'accréditation, donc on a bâti quelque chose. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui caractérise un peu notre programme. On n'est pas parti de zéro. L'autre particularité, si je puis dire, qui remonte aussi, hein, un petit peu à ses origines, c'est que dès le départ, nous avons opté pour une stratégie de formation de généraliste. Les masters spécialisés accrédités par la CGE sont nombreux, hein, vous en connaissez le nombre mieux que moi, et notamment dans le numérique. Et généralement, c'est vrai que c'est des choix. Hein, c'est des choix. Généralement, c'est des formations qui sont, comme il y a le terme master spécialisé, spécialisante, il y a des
des spécialisations dans la programmation web, dans la cybersécurité, etc., etc., etc. Et nous, par contre, on a opté pour une formation plutôt généraliste qui, plutôt que de spécialiser, offre un socle qui permet aux uns et aux autres de construire leur projet professionnel par la suite. Pourquoi ce choix? D'abord, parce qu'il y a une très forte hétérogénéité des participants, des élèves qui viennent rejoindre ce programme. L'autre raison, qui est un petit peu la nôtre aussi, c'est que nous savons, hein, comme vous d'ailleurs, que dans le secteur du numérique, il y a autant de métiers que dans le bâtiment. Il y a les métiers de conseil, d'études, de développement, d'intégration, d'architecte, de production, etc., etc. Et j'en passe. C'est un peu comme dans le bâtiment, il y a l'architecte, le maçon, le plombier, etc. Et donc, c'est difficile je dirais de contenir, ou soit de donner à chacun une spécialisation, soit de contenir tout le monde dans un métier particulier. Donc, on a préféré effectivement fournir un socle. Et puis, en fonction des parcours précédents, en fonction des projets professionnels, nos étudiants, nos élèves, nos stagiaires construisent un petit peu leur projet professionnel, leur réintégration dans l'entreprise. Après, ce qu'on peut également dire par rapport aux particularités, c'est que c'est un programme qui est adossé au département informatique de l'INSA de Lyon, qui est un département qui forme depuis 1969, date de sa création, une centaine d'ingénieurs informaticiens par an. Et donc, on réutilise quand même, on bénéficie, on réutilise toute l'ingénierie de ce département informatique. Après, on peut parler également d'une certaine particularité, mais ça, je la connais bien, c'est qu'on fait partie un petit peu, il y a un caractère de pérennité de ce programme, puisque on a fait partie des 3 premiers masters spécialisés accrédités, et voilà, 35 ans après, on est toujours là. Je peux ajouter peut-être, si vous le permettez, 2 autres particularités. La première, c'est la taille. C'est un master spécialisé parce que dès le départ, on a pensé injecter le plus grand nombre d'informaticiens dans les entreprises, dans l'économie du pays. Donc, on a, dès le départ, accueilli des effectifs très importants. Si bien que, aujourd'hui, quand on fait le bilan, on a formé plus de 2000 personnes par le biais de ce programme, parmi lesquelles on a diplômé près de 1000. Voilà. Et en fait, je rassure les éventuels futurs candidats qui veulent venir chez nous. C'est vrai qu'il y a 2000, je dis 1000 seulement de diplômés. Oui. Les autres. Voilà. Alors les autres, en fait, c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont pas bons. Non, loin de là, c'est tout simplement parce que la plupart, justement, arrivent à trouver un travail, et souvent un travail intéressant et pérenne avant la fin de la formation, et donc ils abandonnent quelque part en cours de route la préparation, ou du moins la finalisation de leur diplôme. Voilà. Sinon, généralement… Et vous travaillez, juste une question complémentaire, vous travaillez avec j'allais dire un nombre d'entreprises qui est, j'allais dire, vous avez un socle plutôt de fidèles et d'autres petits groupes qui s'agrègent, ou est-ce que chaque année ça change? Comment faites-vous, tissez-vous les liens avec les entreprises pour le bénéfice des étudiants, et notamment, j'imagine, des étudiants en formation continue? Alors, en fait, notre public est constitué, je dirais, de 2 parties, en gros, 2 proportions. Il y a un public de formation initiale, poursuite d'études. Donc là, c'est des personnes qui viennent typiquement pour, je dirais, mettre d'autres cordes à leur arc avant d'affronter le marché de l'emploi. Et puis, nous avons donc à peu près 50% de public formation continue, proprement des formations professionnelles. Donc là, c'est soit des salariés d'entreprise, soit des personnes qui, après un parcours professionnel, ou après peut-être parfois des périodes de chômage, donc lancent un projet de formation dans un objectif de rebondir.
Et donc, grosso modo, s'agissant des entreprises, en fait, les entreprises, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui viennent chez nous dans le cadre de plans de formation, dans le cadre de congés individuels de formation ou dans le cadre de programmes spécifiques, hein, comme par exemple un programme récent avec la SNCF. Donc, c'est des entreprises qui viennent, que nous connaissons bien, avec qui nous travaillons depuis des années et qui viennent pour voir avec nous la possibilité d'accueillir, éventuellement d'adapter ce parcours à un groupe de leurs salariés. Ça peut être 3, 4, 5, ça peut être une personne. Sinon, les autres publics formation continue, donc les individuels, entre guillemets, sont des gens qui viennent en fait avec un objectif clair, net, qui est celui de se reconvertir, généralement. C'est vraiment, parfois, oui, c'est il y a pas de un la objectif... mise à niveau, c'est de la reconversion, là. Oh, si vous voulez, si on regarde les objectifs de ce programme, c'est effectivement 3 objectifs, hein. Il y a de la remise à niveau, il y a de l'acquisition de la double compétence et enfin de la reconversion. Et quand on regarde le devenir, en gros, 80% c'est de la reconversion, donc c'est le dernier objectif, hein. 15% c'est de l'acquisition de double compétence, des personnes, par exemple, un biologiste, hein, qui souhaite travailler dans un groupe de pharma, hein, Biomérieux ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc, il a une compétence métier et il vient acquérir, maîtriser la technologie du numérique. Après, si vous voulez, bon, on a bien évidemment des tas de contacts avec... non, après, c'est savoir si vous aviez des relations pérennes et bien entendu dans le cadre aussi d'entreprises et avec leurs universités. Donc, en fait, on a, avec vos 4 approches, on s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est que les entreprises, d'un côté, finalement, vous faites beaucoup par vous-même, et notamment quand ce sont sur des blocs techniques, la remise à niveau, l'identification de besoins de compétences, etc. Vous pouvez produire vos propres programmes de formation. Et de l'autre côté, on a l'impression que finalement, au sein des écoles ou des universités, on design aussi nos propres programmes de formation et finalement, on est en lien dans une optique de se dire l'un est client de l'autre et vice-versa. Mais au fond, est-ce que, j'allais dire, les universités d'entreprise, ou en tout cas les entreprises, souhaitent avoir des liens avec les établissements d'enseignement supérieur pour la co-construction? On l'a vu un petit peu, mais finalement se pose aussi la question de savoir si on parle de bloc technique ou de bloc plutôt transdisciplinarité diplômant. Quel est le rôle du diplôme en quelque sorte? Et donc l'idée maintenant, ce serait de savoir justement quelle est votre vision. Est-ce que c'est compatible? Parce que la question, au fond, dans les établissements d'enseignement supérieur, on se dit ah mais les universités d'entreprise finalement ils vont faire le job, ils vont constituer leur propre pool de compétences, etc. Et de l'autre côté, les universités d'entreprise viennent souvent voir les établissements d'enseignement supérieur en disant on a besoin de la brique diplômante certifiante où on ne peut pas tout faire par nous-mêmes. Donc, il y a un potentiel de travail en commun qui est juste gigantesque et ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, on ne se parle pas tellement. Voilà. Donc, la question, c'est quelle est votre vision et qu'est-ce qu'on pourrait faire chacun à votre niveau? Est-ce que vous avez des choses en cours? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ce sont des éléments qui font partie, en fait, du déploiement de votre activité à plus long terme? Peut-être, Christine, si vous voulez démarrer, est-ce que vous avez, chez Microsoft, envie d'aller vous associer avec des établissements d'enseignement supérieur, plus ou moins techniques, hein, mais pour pouvoir continuer le déploiement de vos formations? Alors oui, et on le fait avec un grand plaisir. Par exemple, puisque nous, on voit vraiment une opportunité dans tous ces différents possibilités de former. Alors, nous avons par exemple développé avec l'INRIA un MOOC appelé AI Business School. Et ce MOOC, il est disponible gratuitement. Il permet à tous les managers ou toute personne, en fonction de son secteur d'activité, de s'acculturer un peu dans un cursus d'une dizaine d'heures sur l'IA, de définir les questions, les méthodologies, vraiment une compréhension d'IA. On va faire un MOOC similaire, on va voir avec qui en partenariat, mais sur la cybersécurité également. Nous avons également les écoles IA et l'école cloud qui sont déjà lancées et qui sont sur le marché. En fait, toute compétence ou toute formation que nous avons, nous pouvons le faire en partenariat avec une école spécifique peut-être ou alors avec des enseignants.
Et notamment, nous avons lancé l'année dernière un programme qui s'appelle Microsoft Learn for Educators. Et ce programme, il permet à tous les enseignants qui le souhaitent d'ajouter dans leur curriculum des cours sur le cloud ou sur l'IA et de pouvoir obtenir les cours Microsoft gratuitement pour se former, les intégrer dans leur programme, dans leurs propres cours. Et ce programme, il permet vraiment de bénéficier aux étudiants aussi des certifications professionnelles associées et très recherchées par les employeurs. Donc oui, clairement, nous faisons des partenariats, nous le faisions avant, nous le faisons de plus en plus maintenant et nous serons ravis de discuter avec tout établissement. Et beaucoup de programmes et beaucoup de contenus sont déjà disponibles et gratuits et nous pouvons les associer, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les enseignants ou que ce soit pour les écoles ou les établissements scolaires. Et pour les entreprises, par exemple, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, vous touchez aussi des publics de personnes un peu plus âgées qui souhaitent, par exemple, updater leurs connaissances. Ça marche comment ? Pareil, nous avons des partenariats qu'on peut créer avec les entreprises. Certains, par exemple, avec Renault, on a déjà discuté, nous avons des partenariats. C'est possible. Ça fonctionne comme avec des établissements scolaires. C'est vraiment un partenariat avec un contenu spécifique qui est mis à disposition des salariés. D'accord. Et on a une question sur le chat qui vous était adressée, qui était de dire est-ce que vous intervenez directement dans les universités en faisant des formations gratuites, comme le fait Google ? Alors, nous, on peut intervenir, bien entendu, uniquement avec l'accord de l'université ou de l'établissement, bien sûr. Mais nous pouvons intervenir et s'il y a un souhait, nous pourrons en discuter. Mais oui, on peut intervenir avec des formations, des certifications, de différentes certifications, oui, clairement. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur peut-être juste, si jamais, je suis navrée, je prends juste une seconde, si jamais il y a une envie, nous sommes en train de créer une Digital Skills Week. La dernière semaine de mai, donc c'est entre 31 mai et 2 juin. C'est un événement qui est en ligne et qui a pour l'objectif, c'est vraiment de créer des échanges, des retours d'expérience autour de l'enjeu des compétences numériques et de l'emploi. Il y aura des formations gratuites, il y aura du job dating virtuel massif avec plus de 350 offres proposées aux étudiants. Donc, ça serait peut-être très intéressant vraiment de venir, de comprendre comment ça fonctionne et de regarder peut-être juste des formations ou les quelques échanges. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Monsieur Grembowski, par rapport à ce qu'on vient de dire avec Christine, je l'appelle Christine, désolée. Comment vous voyez, est-ce que vous voyez un changement finalement dans la façon dont vous allez opérer pour ce que vous faites en tant que pilote de compétences, en vous disant on va s'appuyer plus peut-être sur des partenariats avec des écoles, des universités. Comment vous voyez les choses et comment vous imaginez dans 20-30 ans, on l'a vu ce matin, la formation tout au long de la vie? Alors, je voudrais juste préciser une petite chose qui me paraît essentielle, c'est-à-dire que quand on est une entreprise, en fait, on a un business et ce business-là, il est protégé de deux façons, soit par de la protection intellectuelle, c'est-à-dire sous forme de brevet, soit par savoir-faire qu'on ne divulgue pas. Et donc, le problème qu'on va avoir quand on va former, c'est-à-dire qu'on est obligé forcément d'internaliser en fait la formation qui a lieu sur notre métier. C'est-à-dire que ça, qui que ce soit ne pourra pas avoir accès à ce pan-là en fait de notre savoir. En tout cas pour les universités, pour les partenaires extérieurs. Ou sinon, il faudra monter un partenariat. Enfin bon, c'est un peu voilà. Enfin, on peut le faire, mais c'est un peu compliqué. Donc, ceci dit, dans le futur, comment ça va se passer? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez suivi l'actualité de Renault, mais le mois dernier, en fait, notre directeur général, M. Deméo, a lancé en fait l'université, Renault Université, où on a créé en fait tout un écosystème en fait de coopération entre le modèle académique et Renault. Donc, les cibles sont bien sûr nos propres salariés, mais aussi donc toutes les personnes de l'écosystème de la filière automobile et bien sûr tout l'écosystème académique qu'on va pouvoir agréger dans ce projet. Excusez-moi. Et donc,
on va sans doute travailler donc de plus en plus avec alors les grandes écoles bien sûr, mais je voudrais pas nous on a formé aussi des gens donc comme je le disais donc des gens des opérateurs de banc donc un peu des gens qui n'ont pas beaucoup de niveau CAP ou enfin en tout cas un FRABAC et donc il faut pas les oublier ces gens-là. Donc il n'y a pas que des grandes écoles et d'ailleurs je pense que on a plus besoin de techniciens en ce moment que de gens diplômés. Donc, il va falloir porter sans doute une attention particulière à cette population-là, parce que c'est eux qui font la valeur ajoutée de l'entreprise. Mmh. Donc, voilà, moi, ce que j'avais à dire, en tout cas, sur comment je vois, comment, en tout cas, Renault voit les choses. Maintenant, pour revenir à la certification, effectivement, un employé, quand vous allez lui dire de se former, soit c'est de l'adaptation au poste, c'est-à-dire que soit il se forme et globalement, ou il quitte l'entreprise, puisque à ce moment-là, il ne sera plus en capacité de faire son métier, ou il accepte de se former et à ce moment-là, soit il se forme donc dans ce cadre de son travail et c'est son évolution dans l'entreprise naturelle en fait qui va faire la reconnaissance en gros, ou s'il se forme sur son travail en tout cas propre, il va falloir valoriser ces compétences-là. Et effectivement, une façon de valoriser ces compétences-là, c'est bien effectivement d'avoir des programmes certifiants pour vous, puisqu'en fait, il va augmenter sa réemployabilité dans l'entreprise si c'est reconnu, mais surtout à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'en fait, il aura un diplôme. Et nous, ce qu'on ne peut pas faire, ou ce qu'on ne veut pas faire, parce que c'est quand même assez compliqué de monter des programmes certifiants, d'avoir une certification ou un diplôme, eh ben, c'est qui allait pouvoir le donner. C'est-à-dire cette brique-là de certification ou de diplôme, en fait, si vous l'avez bien, si les compétences, elles sont bien là, nous, on va aller chercher cette brique-là et monter avec vous, en fait, un programme qui va vous permettre, donc vous, d'avoir une employabilité de vos étudiants, puisqu'en fait, on viendra contextualiser, en fait, la formation qu'on fera ensemble. Donc, elle sera contextualisée par quelqu'un du métier. Et donc, l'employabilité de votre étudiant sera beaucoup plus rapide que si vous aviez donc une formation classique. Et puis, l'autre chose, c'est que les seuls qui puissent s'investir massivement, c'est nous, les entreprises. C'est-à-dire que si on a besoin si vous avez besoin de matériel, en fait, eh ben, une façon d'avoir du matériel, c'est de s'associer donc avec les entreprises pour que justement, nous, on vous fournisse toute la partie matérielle, matériel physique. Oui, complètement. Donc il y a quand même j'allais dire, il y a des relations qui ne sont pas conflictuelles, mais qui sont très complémentaires entre le certifiant et le diplômant. On revient toujours, en fait, sur la même dialectique et vous qui avez la partie, effectivement. Mais de toute façon, je pense que, je pense que il va falloir qu'on marche ensemble. C'est quasiment, en tout cas, on est complémentaires. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais nous, en tout cas, on pourra pas tout faire. On n'est pas dimensionné pour pouvoir tout faire et on veut pas tout faire non plus. Je pense. On n'a pas les moyens, les ressources humaines pour pouvoir tout faire. Et donc, on est obligé. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vient donc créer cette université pour justement faire des synergies, faire un maximum de choses. Ce qui est très rassurant parce qu'au démarrage, on s'est dit, on ne se parle pas. Alors, Monsieur Giuliani, ça vous a fait rire, mais là, vous avez un boulevard devant vous avec ce que dit Monsieur Grembowski. Comment vous voyez du coup les choses et quelles sont les actions finalement que vous allez conduire pour pouvoir vous rapprocher encore plus des universités d'entreprise, puisque la porte est grande ouverte. Je pense qu'on se rejoint pleinement. Je pense que sur cette question de ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la distinction qu'on a encore peut-être
de temps en temps du mal à opérer entre la formation et la certification. La formation n'étant bien qu'un moyen, à un moment donné, d'acquérir la compétence, quand la certification reste bien quelque part un peu le sésame, la façon dont on va capitaliser, on va reconnaître finalement un ensemble de compétences acquises. Et je pense qu'effectivement, c'est là où la complémentarité entre nos deux, c'est le monde académique et le monde de l'entreprise en tant qu'instance quelque part de formation et de développement de compétences peut se rejoindre. Alors, sur votre question, sur le comment fait-on, à la place où nous sommes en tant que… Enfin, moi, je vais me remettre en tant que réseau. Hein, je pense qu'effectivement, c'est plutôt de dire on peut être la clé d'entrée parce que très souvent, on se retrouve à avoir des entreprises, qu'elles soient de taille intermédiaire ou qu'elles soient de grands groupes, qui nous font le retour de on ne sait pas vers qui se tourner pour avoir finalement une personne qui nous serve un peu d'interface et qui permettent de mettre autour de la table un ensemble d'acteurs du monde académique qui pourra quelque part jouer et accompagner notre projet. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, peut-être la main tendue qui peut s'opérer, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a entre CGE, CPU et son verso ou son versant formation professionnelle qui est le réseau FCU et ses défis, on doit pouvoir être à un moment donné, me semble-t-il, une clé d'entrée qui permette ensuite, et ce sera de notre responsabilité, que de mettre un ensemble d'établissements dont on pense qu'ils sont en capacité d'accompagner le projet de l'entreprise et de jouer cette mutualisation de compétences. Et peut-être que c'est sur cet élément-là que nous avons à progresser. J'évoquais tout à l'heure les collaborations avec, par exemple, typiquement avec l'AFDAS. J'ai été amené de fait à travers cette collaboration à accompagner une grande entreprise de télécom, pour ne pas la citer, mais qui se posait aussi énormément de questions par rapport aujourd'hui à la réforme du bachelor universitaire de technologie. Et de fil en aiguille, nous en sommes arrivés sur les questions effectivement de structuration des blocs de compétences, de l'accumulation de blocs de compétences, des prospectives métiers ou de compétences sur des métiers intermédiaires ou sur les métiers de techniciens et des besoins en compétences complémentaires et la façon dont on pourrait raccrocher ces compétences complémentaires à des blocs qui auront besoin d'évoluer dans le cadre de nos certifications et de nos diplômes nationaux. Et on voit bien que dès lors que l'on a commencé à détricoter pour mieux retricoter, on arrive à un système assez vertueux et assez naturellement où l'on voit que le côté académique d'un côté et l'entreprise ou l'université d'entreprise ou le CFA d'entreprise est en capacité finalement de se répartir finalement la capacité à intervenir et à construire ces parcours de certification. D'accord. Très intéressant. Et alors, du coup, Monsieur Oualima, par rapport à ce que dit Monsieur Giuliani, est-ce que vous êtes prêt à co-construire, j'allais dire, avec des relations avec les universités d'entreprise? Vous avez dit que vous n'aviez pas particulièrement, mais vous avez des relations avec beaucoup d'entreprises. La création de blocs de compétences, finalement, avec une approche plus, on va dire, technique et une approche plus, on va dire, transversale ou managériale. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous iriez tendre la main à des entreprises pour co-construire avec elles ou comment ça peut se passer pour vous? Écoutez, Madame Guillan, non seulement on est complètement d'accord, à 100% d'accord, Lisa Desbiens, mais on l'a déjà un peu fait par le passé sous des formes un petit peu différentes. Si vous voulez, moi je voudrais redire d'ailleurs ce qui a été dit, c'est clair, c'est net. Nous ne pouvons être que gagnant-gagnant dans ces partenariats entreprises, établissements de formation traditionnels, écoles, universités, etc., académiques, on va dire. Et en fait, on se rend compte que, ça a été dit, par donc les intervenants autour de cette table, ça a été dit, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, ça n'est pas possible. Je prends le cas par exemple d'une université d'entreprise, généralement, elle vise plein d'objectifs, effectivement, d'élever les compétences métiers, techniques, développer la culture d'entreprise, faire progresser les compétences managériales, etc., etc. Je prends, nous, et INSA de Lyon, nous sommes une école de technologie, technologues, nous formons des ingénieurs. C'est vrai que nos expertises sont plutôt dans, je dirais, les métiers techniques, les compétences techniques, et par conséquent, bon, il y a des choses
peut pas faire. Et je voudrais d'ailleurs vous citer, si vous le permettez, une petite expérience que nous avions vécue et qui illustre un petit peu l'intérêt de ce partenariat, de cette complémentarité. Eh bien, c'était avec une entreprise qui est très connue, je peux la citer, hein, c'est, elle se trouve à Marignane, hein, elle fabrique des hélicoptères. Hein, et donc, il y avait un projet de formation et de reconversion, d'évolution de carrière également, d'une 60aine de techniciens. Et un projet en plus qui durait deux ans, donc une formation quand même qui… eh bien, on s'était mis, il y a eu un montage de projet, etc. On s'est retrouvé à 3 établissements de formation traditionnels. Nous, INSA de Lyon, école d'ingénieurs, l'EM Lyon, école de management, et une entreprise privée de Marseille que je ne citerai pas, qui était plutôt pour un complément du management, ressources humaines, etc., etc. Plus, bien sûr, un certain nombre d'expertises internes à cette entreprise. Eh bien, ça a été un succès extraordinaire. Tout récemment, nous avons eu également des relations très très fortes et on a un projet de partenariat très fort avec la SNCF et précisément avec l'école numérique de la SNCF. Donc là aussi, c'est un projet où on s'est mis en complémentarité. La SNCF souhaite reconvertir un certain nombre de ses cadres, de ses cheminots, etc., vers les métiers du numérique et toutes les compétences que devaient posséder ou que devront posséder ces participants à ce projet, nous ne pouvions pas leur fournir. Et donc, on s'est partagé le travail. Du coup, il y avait l'école numérique de la SNCF qui a contribué à certains modules, nous à la totalité de notre programme master, et aussi on a fait même intervenir une entreprise privée qui s'appelle, donc c'est Open Classroom, hein, qui est un des fleurons, une des pépites de la high-tech française, hein, un leader européen hein, de la formation à distance, qui d'ailleurs accompagne l'INSA dans un projet de formation d'ingénieurs informaticiens en distanciel. Vous voyez, donc on est non seulement on tend la main, mais on a les bras ouverts et puis on est complètement preneur de ces partenariats, quoi, de ces projets. Mais écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin pour récupérer les 10 minutes perdues par Hugues, pas par Hugues, mais par le séminaire lui-même. Donc, pour synthétiser, au fond, c'est extrêmement rassurant puisque initialement, on avait abordé la table ronde en se disant finalement, il risque d'y avoir conflit entre le métier et le développement de programmes d'enseignement supérieur et ce que font les universités d'entreprise. Et au fond, au milieu, il y a la formation tout au long de la vie et on va tirailler les universités d'entreprise souhaitant faire seules et puis les programmes décidant de faire tout. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, j'allais dire les avenues de collaboration sont extrêmement vastes, qu'il y a des envies de faire de part et d'autre, que probablement dans la logique maintenant de compétences, on va avoir besoin d'assembler des compétences techniques, certaines certifications probablement pour certaines entreprises, et puis des compétences plus généralistes ou des approches plus généralistes, comme vous l'avez souligné. Donc, on a finalement énormément de choses à faire ensemble. Finalement, le seul petit problème, ça serait d'arriver à se rencontrer pour se coordonner. Alors, peut-être, Monsieur Giuliani, vous voudriez dire un mot? Ouais, chacun dira un mot sur la fin pour savoir si c'est bon. Un tout petit mot. Je suis pleinement d'accord avec vous, mais sans faire… sans vouloir assombrir ce tableau qui emmène beaucoup d'enthousiasme. Je pense aussi que, n'oublions pas que nous sommes dans le champ de la formation professionnelle et qu'il y a bien entendu la question des modèles économiques qui vont être attachés à l'ensemble de ces partenariats et parcours de certification qui sont à construire. Et n'oublions pas, me semble-t-il, qu'il y a derrière des investissements. Réussir ce pari-là, c'est aussi être prêt à consentir des investissements qui peuvent parfois être assez conséquents, à la fois sur le plan technique, technologique ou investissement humain, et que nécessairement, il faut aussi penser qu'il nous faut des modèles économiques qui soient pérennes et qui nous permettent effectivement de pouvoir, quelque part, avoir un réel retour sur investissement. Or, on a souvent tendance, quelque part, me semble-t-il, à minorer la question de ce modèle économique et d'un modèle économique qui soit équilibré dès lors que l'on va être dans des conditions partenariales.
Mais M. Grembowski disait tout à l'heure que finalement, on peut très bien trouver un modèle dans lequel l'entreprise apporterait une partie, on va dire, de la ressource plutôt technique pour pouvoir justement faire en sorte de diminuer ces investissements. M. Grembowski, comment vous voyez les choses par rapport à ce que dit M. Giuliani? Pour vous, c'est plutôt positif ce qui est en train de se passer? Je pense, enfin, en tout cas, on va essayer de monter chez Renault quelque chose dans ce goût-là, effectivement. Et donc, rentrera dans l'écosystème toute personne qui veut y rentrer. Et bien sûr, le modèle économique global de l'écosystème, il sera pensé. Et donc, on mettra sur la table, effectivement, chaque partie prenante apportera quelque chose et on verra à la fin l'équilibre qu'on pourra trouver, quoi. Donc, effectivement, maintenant, je voudrais aussi signaler qu'il y a des bassins d'emploi aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, cette dimension-là, enfin, en tout cas chez Renault, elle est très liée aussi à notre emplacement géographique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir des gens de l'autre bout de la France, en fait, pour former des gens. On va essayer de trouver dans notre bassin. C'est-à-dire que l'université qu'on est en train de monter, là, on est en train de la monter avec les arts et métiers, avec le CNAM, avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, on prend des gens locaux. On va chercher du local déjà. Si on ne trouve pas ces compétences-là, effectivement, on ira chercher ailleurs. Mais on va déjà chercher localement. Bon. D'accord. Et donc, mais bien sûr, effectivement, hein, là, bien sûr, on va. Excusez-moi de le dire, mais bon, peut-être que vous connaissez la situation de l'automobile en France, mais en tout cas, ça ne va pas super bien. Donc, effectivement, l'équation économique, elle sera forcément regardée de près. D'accord, mais il y a moyen de trouver des ajustements pour que le modèle soit efficace, j'allais dire, et pour tout le monde. Okay. Ah, mais voilà, oui, bien sûr, on travaillera sur le sujet. Et donc, s'il y a de la bonne volonté, on trouvera une solution. Il n'y a pas de solution. D'accord. Je suis persuadé qu'il y aura une solution. D'accord, merci. Christine, pareil tableau persuadée un peu atténué ou au contraire, c'est parti dans des voies de collaboration très… Bon, clairement très optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Je rejoins votre idée du début qui était de dire il faudrait juste se rencontrer et voir comment finalement le plus difficile c'est de trouver un moment pour se parler. Donc très optimiste et clairement voyons ce qu'on peut faire ensemble. N'hésitez surtout pas à nous contacter et nous serons ravis. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les enseignants, pour les établissements, mais aussi pour les étudiants qui vont par la suite être nos employeurs de demain. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Monsieur Oualima, vous voulez dire le mot de la fin? Vous êtes sur silencieux, donc ça sera un mot silencieux. Alors, mais allez, je vais lui donner du bruit. Bah, écoutez, merci Madame Guillaume de m'avoir donné la parole. Non, mais ce que je voulais dire, effectivement, je suis heureux de constater effectivement ce souhait de travailler ensemble, entreprises, etc. Et c'est vrai que, en gros, dans les écoles d'ingénieurs, on a cette tradition de travailler avec les entreprises. Donc, on est habitué, on aime les entreprises, on aime qu'elles viennent de chez nous, on aime aller aller dans leurs enceintes, etc. Donc, très honnêtement, je me réjouis pleinement, profondément de ce que j'entends de la part des uns et des autres. Parfait, merci beaucoup. Voilà, et bien sur ces mots d'amour, Hugues, je te redonne la parole et je voudrais vous remercier les intervenants. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter et à bien comprendre ce que vous étiez en train de faire. Et effectivement, je trouve que c'est très rassurant. Donc vraiment, merci à tous. Et puis, on va tous venir vous voir pour commencer à dialoguer avec vous sur ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup. Et Hugues, merci pour nous avoir donné la parole. Merci à vous.